Salam alaikum Azul, bonsoir. Le 10 décembre est la journée des droits de l'homme, célébrée dans le monde entier, y compris par des pays pris en otage par des régimes despotiques et prédateurs, dont la nature même repose essentiellement sur la violation de ces droits de l'homme. Mais il faut faire comme si, n'est-ce pas? Les régimes illégitimes fondés sur la violence, le mensonge, l'accaparement des mécanismes de souveraineté populaire ne s'affichent plus en tant que tels comme ils le faisaient il y a quelques décennies. Non, ils ne sont plus despotiques et fiers de l'être, j'allais dire. Tous, sans aucune exception, s'inventent des légitimités et d'autres, depuis celles révolutionnaires jusqu'à celles conférées de droits divins, en passant par nombreuses autres déclinaisons. En Algérie, le régime est dans le trompe-l'œil le plus outrancier qui puisse s'imaginer, depuis le premier jour de l'indépendance du pays, même si, depuis, ils ont su mettre quelques trompe-l'œil supplémentaires pour tromper l'ennemi. D'abord, précisons un détail que rares sont les gens à connaître et encore moins à reconnaître. Ce régime est le même depuis 1962. Même s'il a changé de personnage, d'homme lige, puisque la mort a fait œuvre utile en nous en débarrassant. Mais ces gens restent entre eux, en famille, et ils se passent le relais les uns les autres. Ils sont réellement une seule et vraie famille, à la fois dans le sens consanguin et mafieux du terme. Une famille parce que, depuis 1962, ils ne se marient qu'entre eux. Rien qu'entre eux. Parce qu'ils sont tous parents les uns des autres, d'une façon ou d'une autre, de façon directe ou collatérale ou je ne sais pas. Et dans le sens mafieux, parce que leur famiglia est soudée par les liens de l'argent qu'ils pillent au peuple qu'ils ont incarcéré, dont ils ont volé la souveraineté, qu'ils ont divisé et dont ils ont corrompu de larges couches pour en faire leurs remparts et leurs alliés naturels. Le régime algérien est réellement l'un des plus illégitimes et des plus arbitraires dans l'histoire de la politique contemporaine. Mais il ne s'affiche pas en tant que tel, bien sûr. Bien au contraire, il a littéralement fait du copier-coller avec la forme et l'organisation de l'ancienne puissance coloniale. Il s'est donné une façade où ne manque rien, mais absolument rien, des institutions républicaines françaises. Parlement avec ses deux chambres, Conseil constitutionnel, Cour des comptes, Assemblée communale de wilaya, Assemblée de wilaya, Assemblée communale, élections pour accéder à toutes les charges élues, séparation des pouvoirs, liberté de la presse, respect des droits de l'homme et tutti quanti. Mais rien, ni aucune de ces institutions et de ces pratiques démocratiques n'est vrai. Tout cela et d'autres dispositions du genre ne sont que façades menteuses, trompe-l'œil, habillage grossier. Ainsi, pour en revenir aux droits de l'homme, le régime algérien est signataire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce régime a même eu un ministre des droits de l'homme, qui se trouvait être, comme par hasard, un membre parmi ceux qui avaient perpétré un putsch contre un processus électoral qui avait éjecté les candidats du régime, pour la première fois depuis l'indépendance.
Le régime algérien a violé et continue de violer tous les droits de l'homme, tous, sans aucune exception, de façon quotidienne, de façon systémique, de façon systématique, de façon intégrale. Il viole les droits de l'homme parce que c'est dans sa nature même, parce qu'il ne peut pas faire autrement, parce que s'il respectait les droits de l'homme, il mettrait fin à sa mainmise sur le pays, de facto. J'aurais voulu vous énumérer quelques-unes parmi les plus violentes et les plus flagrantes de ces violations, mais ce serait arbitraire de n'en citer que quelques-unes et pas d'autres. Si nous devions énumérer le millième, et je n'exagère pas, si nous devions énumérer le millième des violations des droits de l'homme par ce régime depuis 1962, seulement le millième, il faudrait des années d'émissions pour les citer l'une après l'autre. Des années d'émissions ininterrompues juste pour les citer. Et quand nous savons que ces violations ont coûté de souffrance, de sang, de larmes, de malheur à ceux qui les ont endurées, dans le silence abyssal de ces pays qui se disent les champions des droits de l'homme et qui soutiennent ce régime. Quand nous savons que dans le pays même, des multitudes de gens, tous plus honorables les uns que les autres, qui se disent nationalistes, soutiennent ce régime qui broie tout un peuple. Alors, force est de reconnaître que le mal ne réside pas dans le seul régime. Aujourd'hui. TSA, les autorités algériennes appelées à respecter les libertés fondamentales par Hassan Sadoun. Observe Algérie, droits de l'homme en Algérie. La Ligue des droits de l'homme dresse un tableau noir par Sherazade. Liberté, 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alger, exhorté de respecter les libertés fondamentales par la rédaction. Droits de l'homme en Algérie, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi Idir Ounnoren, analyste politique. Idir, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, M. Benchenouf. Merci. Yahya Mkhioba, journaliste et militant des droits de l'homme. Yahya, merci d'être avec nous. Merci à vous. Au téléphone avec nous depuis Alger, Saleh Dabouz, président de la Ligue algérienne de défense. Ah, nous ne l'avons pas encore. Défense des droits de l'homme, on essaye de le joindre. Il sera bientôt avec nous, j'espère. Alors, Idir Ounnoren, c'est quoi finalement les droits de l'homme, c'est quoi? Et cette déclaration des droits de l'homme, c'est quoi? Nous célébrons cette année le 70e anniversaire de la célébration des droits de l'homme et c'est l'ensemble des États qui doivent les célébrer. Dans la déclaration, ils disent tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Et tous les droits vont découler de manière transversale. Le droit des travailleurs, le droit des minorités religieuses, le droit des minorités culturelles, toutes les minorités, et surtout les libertés. C'est dans ce cadre-là que la mission des droits de l'homme s'inscrit. Moi, je pense qu'on est à la 70e année de la Déclaration des droits de l'homme et il me semble qu'un aggiornamento s'impose, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été fait depuis 70 ans. Et ça s'adresse à toutes les grandes associations des droits de l'homme. Ça va d'Amnesty à Reporters sans frontières, à même quand c'est catégoriel comme ça. Il est de notre devoir de signaler que là, en tant que militant des droits de l'homme, puisque je suis militant des droits de l'homme, je crois qu'il faudrait peut-être que dans de nombreux pays, la violation des droits de l'homme, reste une constante et participe donc au renforcement des régimes autoritaires. La violation des droits de l'homme reste une constante? Ça reste une constante dans des pays autocratiques. Oui. Ça reste une constante et ça participe à la restructuration des pouvoirs de manière autoritaire. Et à la nature même de ces régimes. Tout à fait, par rapport à la nature du régime. Ce que je voulais dire aussi, c'est que nous avons des choix difficiles. Nous avons un contexte d'intolérance absolue
d'inhumanité croissante. Nous sommes aujourd'hui confrontés à des problèmes de minorités religieuses. Comment peut-on passer sous le silence la minorité musulmane des Rohingyas, alors qu'à la tête de la Birmanie, c'est un ancien prix Nobel de la paix. Qui ne l'est plus, je crois. Qui ne l'est plus, je pense qu'elle a eu quelques soucis. Il y a l'essor du discours de haine contre les minorités. On ne peut pas aussi, en tant qu'humain, parce que moi, c'est vrai que les droits de l'homme, c'est la façon générique d'en parler. Moi, je parle des droits humains. Ça englobe, c'est un peu, à mon sens, dans ma manière philosophique d'aborder le problème, je me dis que c'est des droits humains. Et les chrétiens d'Orient, qui font partie, qui sont sécularisés, qui ont été, ils ont fait partie de l'essor de l'Irak, de la Syrie, de l'Égypte. La première église, c'est l'église araméenne, c'est l'église donc la chrétienté, elle est venue d'Orient. Tout à fait. Donc, c'est toutes ces questions-là. Et les Palestiniens? Les Palestiniens aussi, là, c'est un autre débat. C'est un autre débat. On parle d'humanité. Tous les droits sont bafoués. Oui, non, ça paraît évident, mais ça, c'est des cas. C'est comme les Palestiniens, c'est un problème qui est pendant devant les Nations Unies, qui mérite d'être réglé. Ce qu'il faut souligner, moi, il me semble, M. Benchelouf, c'est l'incapacité de la Ligue arabe à régler ce problème, malgré tous les moyens financiers, économiques qu'ils ont. Seulement la Ligue arabe? La Ligue arabe? Plutôt l'Organisation des Nations Unies? À partir du moment où vous avez toutes les résolutions des Nations Unies qui préconisent, dans le cas de la Palestine et dans le cas du règlement du conflit, ces deux États qui seraient côte à côte et qui vivent avec des résolutions sans lendemain. Oui, qui restent mais le souci, théoriques, le souci, il est où là? Je pense, le souci, il est où? C'est la pression de la Ligue arabe, puisque c'est le chantre de la Ligue arabe. Dans ce cas-là, pourquoi il faut remettre en cause ce que l'Arabie saoudite fait avec des alliances stratégiques avec l'État d'Israël, la cause palestinienne, qui passe au second plan. Le match me mieux. La responsabilité de l'Occident aussi qu'il faut. L'Occident aussi. Mais c'est évident. Mais pour ce qui est de l'Algérie, oui. Qu'est-ce que c'est que les droits de l'homme en Algérie? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sont-ils quasi systématiquement bafoués? Et dans le silence de ceux en Occident qui se font les champions des droits de l'homme, qui morigènent, qui rappellent à l'ordre, mais qui ne rappellent pas à l'ordre tout le monde. Il n'y a pas des droits de l'homme sélectifs. Les droits de l'homme, ils sont d'abord individuels dans des cas particuliers, quand une personne physique est victime d'un ostracisme, est victime de violence, est victime d'emprisonnement arbitraire, et même victime d'exécution extrajudiciaire. Oui. Il y a des droits collectifs, il y a des droits culturels, il y a des droits religieux, il y a des droits ethniques. Oui. Tout est transversal. Oui. Quand on prend ce qui arrive, nous avons une mondialisation sauvage, un capitalisme financier sans limite, et le droit des travailleurs dans tout ça. Oui. Et je parle sous le contrôle de notre ami. Il y a aussi une violation dans le cadre de ce que s'appelle ce monde qui devient de plus en plus numérisé. Il y a des attaques à la vie privée, il y a des attaques. C'est toutes ces questions des droits de l'homme qui doivent être ramassées. Et moi, j'estime que le XXIe siècle, les associations de droits de l'homme devraient se pencher et inventer des nouveaux droits. Prenons un exemple. Les futurs réfugiés climatiques. Oui. On en parle déjà. On en parle déjà, bien sûr, ça va arriver dans 20-30 ans. Ça a commencé déjà. Il faudrait instaurer des droits nouveaux. Mais comment vont-ils être instaurés? C'est la mise en perspective, consolider ce qui a été fait et la mise en perspective donc, des droits nouveaux. Les actuels ne sont pas respectés pour des milliards d'êtres humains. Tout à fait. Yahya, pour ce qui est de l'Algérie en termes de droits de l'homme, comme ça à chaud, votre point de vue? Après, bonsoir. Moi, je me réfère toujours à, comme on disait avant l'émission, la pire période qu'on a tous vécue, c'était les années 90. Il y a toujours des violations des droits de l'homme. L'Algérie n'est pas un pays exemple dans le respect des droits de l'homme. Il y a toujours un harcèlement policier contre les militants, contre les journalistes, contre les syndicalistes. Par contre, on peut noter une amélioration, c'est-à-dire dans le respect de certaines procédures judiciaires où aujourd'hui, je dis, alhamdoulilah, Dieu merci, on a dépassé le stade de la disparition forcée, de la pratique systématique de la torture physique dans les prisons et dans les
commissariats, dans les centres de gendarmerie nationale. Ça, c'est quand même positif. Maintenant, des exécutions des sommaires. exécutions sommaires aussi, c'est positif. On voit que même le régime est passé vers une autre étape, comme même la société est passée vers une autre étape, parce que la guerre civile a constitué un traumatisme pour tout le monde. Et je ne pense pas que les tenants du régime et la société algérienne et les femmes et hommes politiques algériens ont vraiment besoin ou envie de revenir vers ces années-là. Maintenant, il y a toujours des arbitraires qu'il faut dénoncer, parce que sur ce plan-là des droits de l'homme, il faut toujours rester vigilant. Même en Occident, on voit que les organisations indépendantes, les militants, les syndicats restent vigilants sur ce plan-là, parce qu'on voit même en Occident, qui a été précurseur de cette charte, il y a des montées du fascisme, et il ne faut jamais se dire que c'est acquis et c'est pour de bon. Ce n'est jamais acquis à 100% et c'est jamais pour de bon à 100% si on ne reste pas vigilant par rapport aux discours violents, par rapport aux discours racistes, de haine qui peuvent attiser toutes les haines. Maintenant, vous avez posé la question, c'est quoi les droits de l'homme? Moi qui est musulman, je pourrais vous répondre une définition qui a été dite sur ce plan-là dans le livre sacré de cette religion, qui est le karama, c'est la dignité. Dans le Coran, il est dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبِرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُم عَنْ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Yani l'humain, il ne parle pas des musulmans, il ne parle pas des croyants, il ne parle pas des... Il parle des musulmans. Il parle de l'humain. Non, mais il dit... Bani Adam. Oui, quand il dit وَفَضَّلْنَاهُم, nous les وَكَرَّمْنَا avons بَنِي préférés. Non, لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ. Oui. وحملناهم في البر والبحر Ah, ورزقناهم nous من avons الطيبات. préféré par rapport aux autres créations, voilà, créatures de divin. De l'humanisme. Absolument. Là, on est dans ce qu'on appelle aujourd'hui la vision universelle des droits de l'homme. Là, on est dans l'universalisme il y a 14 siècles. Oui. Et on parle de l'humain. Et on lui dit Al-Karama, c'est la dignité. La dignité, elle peut être politique, elle peut être sociale, elle peut être professionnelle. C'est que l'humain, où il soit, il doit vivre en dignité, avoir les possibilités de s'exprimer politiquement dignement, avoir des opinions syndicales et politiques et être respecté dignement, et surtout avoir des droits sociaux qui lui permettent d'avoir une vie sociale digne. Oui. Un exemple, si on veut se rapporter à l'Algérie, moi je pose la question, est-ce qu'aujourd'hui avec un SMIC à 18 000 dinars, ça permet à un père de famille ou à un jeune homme ou une jeune femme célibataire de vivre dignement? On est loin du compte. Non. Donc c'est cette notion de dignité qu'on défend, c'est que l'humain ne doit pas être touché ni dans sa vie sociale, ni dans son physique, ni dans ses concepts et dans ses croyances, qu'elles soient religieuses ou pas, ou qu'elles soient politiques ou pas. Donc c'est cette version-là qu'on défend en Algérie et puis même dans le monde, parce que c'est les discours de haine qui amènent vers les guerres, et on ne va surtout pas vivre les guerres du début du XXe siècle. Au-delà de la haine, moi je pense que c'est les discours d'intolérance, c'est ça le souci, c'est-à-dire l'intolérance qui amène à la haine, c'est l'intolérance. Mais aussi, il y a aussi les régimes quand ils prennent en otage un pays, ils ne peuvent s'y maintenir qu'en violant les droits des gens qu'ils ont incarcérés. Ça participe, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais Idir, une question précise. Yahya nous dit, comparé aux années 90, il y a une très nette amélioration. Moi, je crois que c'est tout à fait normal, parce qu'il n'y a pas pire que ça. Si on compare par rapport à une période au-delà de laquelle on ne peut pas faire pire, donc ça ne peut être que mieux. Mais est-ce que c'est un justificatif? Est-ce que c'est une justification? Au-delà des arguments que vous posez, que je comprends, Yahya disait justement, par rapport à une période donnée où il y a quand même eu de la violence, où les droits de l'homme n'ont pas été respectés, pour des raisons infinies, qu'il est inutile et que tous les téléspectateurs et téléspectatrices savent. Ça a un peu évolué, c'est vrai. Mais la vigilance doit demeurer. Je prends un exemple. Monsieur Merzouk Touati, jeune étudiant qui a terminé ses études, qui a 29-30 ans et qui est accusé d'intelligence avec l'étranger pour avoir dialogué sur un réseau social avec un ancien diplomate israélien. On lui inflige une peine de 10 ans qui, en appel, a été réévaluée à 7 ans. Alors qu'un député de l'Alliance présidentielle de la précédente mandature a été surpris par les services de sécurité
en train de remettre des documents, non pas classés, mais des documents et des informations à un service étranger dans un café. Et il a écopé de 5 ans. Comment peut-on... C'est une atteinte flagrante, c'est une justice instrumentalisée. Dans notre pays, si la justice n'est pas libérée du poids politique des tenants du pouvoir, on n'avancera jamais. On restera dans de grandes lignes directrices en jouant un peu, parce qu'il y va de l'image de l'Algérie. Mais tant qu'on n'a pas un État de droit, où l'État, à travers ses institutions judiciaires, dit le droit, on n'avancera jamais. Il y a ça. Il y a ce qu'on a vu ces derniers jours aussi, c'est par exemple l'arrestation des journalistes. Des journalistes, par exemple, comme Abdou Sammar, Marwan ou Adlan Mellah qui a été arrêté une deuxième fois, et Zrilash aussi, absolument, qui animait une radio à Constantine. C'est devenu maintenant un tort, c'est devenu pénalement interdit de s'exprimer en tant que journaliste. Maintenant, s'il y a des atteintes à la vie privée, que la personne qui s'estime atteinte, voilà, absolument. Voilà. Et c'est pas... Si la personne qui s'estime atteinte, qu'est-ce qu'elle doit faire? Ben, elle doit aller au tribunal et déposer plainte. Mais la justice n'est pas indépendante. Non, mais c'est la procédure. Oui, mais là, on dénonce une justice qui n'est pas indépendante, bien sûr. Oui, mais quand la justice est sous les ordres du régime, qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir, que la presse est dans la même logique, qu'on achète avec de la publicité ou contre laquelle on utilise le bâton des dettes, etc. Ça sert à quoi de se plaindre à une justice qui obéit à l'injonction de celui qui a procédé? Ça sert déjà à acter la procédure, ce qui est déjà bien, sur laquelle... C'est-à-dire que là, par exemple, M. Taïb Loh, en tant que ministre de la Justice, se défend de l'arrestation de ces journalistes-là parce que dans leur activité, il y a eu de l'atteinte à la vie privée. Si on est atteint dans sa vie privée, on connaît très bien l'adresse du procureur pour aller s'en plaindre chez lui. Et la personne doit... Je comprends ce que vous voulez dire. Absolument, voilà. C'est pas la police qui doit chercher les gens dans la rue et les montrer devant la télé avec des menottes. Là, absolument. Et normalement, celui qui les a montrés à la télé avec des menottes, c'est lui qui devrait être poursuivi. Poursuivi ou pour atteinte à la vie privée. Dans la partie civile, dans le jour même. Parce que le jour même, il n'était pas là. Non, ce qui est encore plus grave, c'est que ces gens-là ont été arrêtés 3 jours avant que M. Anis Rahmani dépose plainte. Absolument. Donc les autorités publiques ont anticipé la plainte d'un citoyen lambda. Parce qu'il est censé être un citoyen lambda. Ce qui s'appelle le zèle de la justice à rendre justice. Sauf si M. Anis Rahmani est un super citoyen, et qu'on nous le dise, pas de problème. Alors, juste pour abonder, on va clore ce chapitre-là, c'est que est-ce que vous pensez sérieusement que le fait que, dans le cadre d'un échange verbal sur un plateau de télé, dans la radio, dans un article de presse, la diffamation justifie un mandat de dépôt? La question, elle est là aussi. La question, elle est fondamentale. Non, puisque la Constitution l'interdit. Aucun journaliste ne peut être incarcéré. Ce n'est pas possible pour ses écrits ou pour son travail. Donc voilà, la Constitution est claire. Et d'ailleurs, Maître Moustapha Bouchachi est avec nous. Merci de nous avoir rejoints, Maître Bouchachi. Alembek, c'est Moustapha. Alors, nous parlons donc des violations des droits de l'homme et vous êtes connu pour être un grand militant en termes des droits de l'homme en Algérie. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ces violations qui ont lieu quasi régulièrement et quasi systématiquement en Algérie? شوف سي جمال تعرف on ne peut pas parler des droits de l'homme en Algérie. Parce que les droits de l'homme, ça veut dire qu'ils sont respectés dans un état de droit, dans une démocratie. Alors si on dit que le système politique algérien, c'est un système totalitaire, il ne peut pas y avoir respect des droits humains. D'ailleurs, l'Algérie fait partie des grands pays totalitaires où il n'y a pas de séparation de pouvoir. La justice est un outil entre les mains du système politique. La législation, le Parlement est un outil aussi. Alors, c'est pour ça il n'y a pas de droit de l'homme, c'est une situation
très grave parce qu'il y a des pays qui ont avancé depuis les années 90. Nous, on a régressé. On a régressé sur le plan législatif. Les lois qu'a connues l'Algérie en 89, 90, 91 sont plus protectrices et plus positives en ce qui concerne les droits humains. Lorsqu'on a essayé de refaire, après le fameux discours du président Tabjnanna, lorsqu'on a essayé de refaire les lois en janvier 2012, on a régressé. Maintenant, tous les droits et les libertés qui sont dans la Constitution algérienne sont bloqués par des législations qui ont été promulguées en 2012. Mais bien sûr, ce n'est pas seulement la législation algérienne qui fait défaut, c'est aussi la réalité. Parce que j'ai toujours dit, et il y a des gens qui me critiquent pour ça, que c'est un pays qui est géré par téléphone. Lorsqu'on voit que c'est des gens, ils ont été poursuivis par téléphone, incarcérés par téléphone, libérés par téléphone, il n'y a plus d'état de droit. Ça veut dire, ce n'est pas seulement la législation qui a régressé, mais aussi les pratiques du système politique. C'est interdit de faire des manifestations pacifiques. C'est pas possible de créer une association contre la corruption en Algérie. C'est pas possible de faire un séminaire sur les droits de l'homme. La Ligue algérienne pour les droits de l'homme a essayé de faire un séminaire à Biskra. Leur demande a été rejetée sans être motivée. Alors, c'est pour ça il ne peut pas y avoir des droits de l'homme en Algérie. Mais, un système politique... Maître oui. Bouchachi, quand Oui. le régime viole les droits de l'homme, les droits humains de façon quasi systématique, quasi naturelle, qui sont en contradiction avec ses propres lois, sa propre constitution, et que de l'autre côté, les victimes n'ont pas d'autre choix que de se plaindre à une justice qui elle-même obéit à l'injonction de ce même violeur. Comment on doit faire cette victime qui n'a plus le choix, qui est prise en étau? Alors, écoute, en ce qui concerne, parce que la justice n'est pas indépendante, elle est au service du pouvoir, mais il y a une brèche. Lorsqu'il y a un litige entre les citoyens, il peut y avoir une certaine justice. C'est surtout lorsque c'est l'État, les institutions de l'État, les services de sécurité qui violent les droits humains que la justice est démissionnaire. Mais lorsque c'est une plainte entre deux citoyens, bien sûr, il y a toujours des interventions, comme ce n'est pas une justice indépendante, on peut perdre son affaire, mais les citoyens, ils n'ont pas d'autre choix. Ils déposent plainte lorsqu'il y a atteinte à la vie privée ou mais bien sûr, ça c'est pas les droits de l'homme. Lorsque c'est un litige entre les citoyens, c'est des affaires de droit commun. Lorsqu'on parle des droits de l'homme, c'est lorsque l'État, à travers ses institutions, viole les droits des citoyens qui sont dans la Constitution. C'est ça la définition des droits de l'homme. L'État est censé protéger les droits de l'homme par le biais de la justice. Alors c'est elle qui viole les droits de l'homme. Alors, dernière question, Mustafa Bouchachi. Est-ce que vous connaissez un seul cas de grand commis de l'État ou de ses représentants qui ont été condamnés pour avoir violé les droits de l'homme? Un seul cas parmi les innombrables cas de violation. Écoute, ça remonte à des années et des années. Il y a une seule affaire, par exemple, la torture, comme un moyen de soustraire des aveux lorsqu'il y a des poursuites judiciaires. Dans ma vie professionnelle, il y a une seule affaire qui a été jugée pour que des policiers ont arrêté un jeune homme. Ils l'ont torturé pour une affaire banale de vol de voiture. Ces policiers ont été condamnés en criminel. Mais à part ça, il n'y a eu jamais d'affaire
il n'y a eu jamais d'affaire où les gens, les institutions ont été condamnées pour... Et ce n'est pas ce genre d'affaires qui manque. Il y a pas très longtemps, il y a quelques mois, il y a un jeune homme qui a été torturé dans une commissariat. Il arrive devant le juge d'instruction, il lui montre les traces de la torture. Et lui demande, monsieur le juge, j'aimerais que vous désigniez un médecin pour constater que j'étais torturé dans un commissariat. Et le juge d'instruction a refusé. Il a fait sa demande par le biais d'un avocat. Et il a fait l'avocat l'appel devant une chambre d'accusation qui a refusé la demande. Pourtant, la torture, c'est un crime. C'est un crime qui peut aller jusqu'à 20 ans de prison. Lorsque la justice refuse d'ouvrir une enquête, lorsqu'il y a protestation ou demande de désignation d'un médecin pour constater les traces de la torture. Alors, ça vous donne une idée que c'est une justice au service du système politique qu'une justice pour protéger les citoyens algériens. Mustafa Bouchachi, merci infiniment. Au plaisir de vous revoir parmi nous. Merci, Sidi Jamal. Merci beaucoup. Yahya Mkhioba, est-ce qu'il y a des prisonniers politiques? Bien sûr, j'en ai en parlé. Alors, voilà. Vous allez en parler. J'ai un cas. Alors, il faut savoir que depuis les années 90, il reste encore plus d'une centaine de prisonniers politiques. Une centaine. Une centaine qui n'ont jamais été relâchés, certains depuis 91. Alors, depuis les événements. Alors, une chose, juste une précision, Yahya. Je précise que ces gens ont été condamnés parce qu'on appelle la justice de la cagoule. Il y en a qui des cours d'exception. Je vais vous citer un cas. D'accord. Par exemple, un cas, je le cite parce que son père, là, il est très connu. C'est M. Jamel Din Askari, qui est encore en prison. Voilà, grand Moudjahed, qui s'appelle Amara Bouglez, colonel Amara Bouglez, fameux commandant de la base de l'Est. Oui. Apparemment, selon les informations que j'ai... Il est très malade. Non, il est décédé. Le père est décédé. Non, le prisonnier, oui. Alors, Amara Bouglez a eu un différend Ftora avec Nizar. Certains ont le Ksebous, certains ont le Katab. En tout cas, il y a eu un différend. Et à cause de ce différend qui date de la période de la Révolution, et le colonel Bouglez a démissionné en 1962 pour protester contre le recrutement des officiers de l'armée coloniale, des anciens officiers de l'armée coloniale au sein de la nouvelle AMP, son fils paye le prix. Son fils a été, Jamel Din Askari, a été inculpé dans l'affaire de l'aéroport d'Alger, et il a été disculpé par la justice algérienne. Le régime disculpé dans cette affaire, absolument. Il n'y a aucune preuve, il n'était pas là. Il n'avait aucune relation avec les gens qui nous ont montré à la télé, l'examen, c'était eux les commanditaires. Deuxième chose, le comité des droits de l'homme des Nations Unies à Genève a demandé à 2 à 3 reprises et a condamné l'Algérie à le libérer et à lui payer des indemnités d'emprisonnement en tort depuis 1992. Et aucune réaction du régime algérien depuis 1992. Comment? Et en plus, au passage, il y a eu des gens qui ont été libérés dans le cadre de ce qu'on appelle la loi sur la réconciliation nationale. Et ce détenu-là, M. Jamel Din Askari, et la centaine d'autres? Il y en a plein. Pourquoi la presse n'en parle pas, les partis politiques? Il y a un cas où deux jeunes Algériens ont été emprisonnés entre 1993 et 1994, pour une affaire de crime, de terrorisme. Oui. Ils ont été reconnus coupables par la justice algérienne. Hein. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut, cette condamnation. Dans le cadre de la loi de la réconciliation nationale, un des deux a été libéré et l'autre reste toujours en prison. C'est vraiment à la tête du client. Donc, on ne peut pas faire... on ne peut pas passer à ce qu'ils appellent aujourd'hui à la Deuxième République en continuant à avoir des prisonniers politiques qui datent, pour certains d'entre eux, qui ont 20 ans de prison. Quand vous dites Deuxième République, pourquoi? Il y a eu une Première République? Elle vaut ce qu'elle vaut, mais on en parle ces jours-ci au niveau de la presse, d'une certaine opposition classique. Mais c'est un concept qui légitime le régime despotique, parce que ce n'est pas une république. Je suis d'accord. Il faudrait parler de première république. Oui, mais même l'avènement d'une première république. La République française, à l'époque, elle n'était pas aussi démocratique qu'elle l'est aujourd'hui. Oui, mais c'était une république quand même. Oui, bien sûr. Bon, après,
Non, mais là, ces prisonniers, il y en a qui sont encore en prison depuis 92-93. Quand on le dit aux gens, ils ne nous croient pas. Oui. Mais c'est vrai, on peut même donner les noms et les familles, et même les adresses des familles. C'est incroyable. Absolument, Alors, mais ça peut paraître incroyable. Alors, Edir, comment expliquez-vous que dans un pays comme ça, une centaine de gens se trouvent dans les prisons algériennes, ce sont des prisonniers d'opinion, ou même s'ils ont été condamnés pour terrorisme, ils l'ont été par des cours d'exception. Oui. Comment expliquez-vous que personne n'en parle? Bon, moi, je viens d'apprendre par notre ami Yahya le cas de ce jeune-là qui est emprisonné depuis 91. Je l'ai cité parce que son père, là, était colonel de Bouglès, il est très connu. Non, je ne sais pas s'il faut lier ça aussi aux différents avec un il y en a qui le lisent. Après, moi, je ne suis pas certain, mais il y en a qui le lisent. Voilà. Je vais vous dire une chose. Maintenant, tout doit revenir finalement à notre propre histoire en tant que nation algérienne. Oui. Toutes les ruptures ou pseudo-ruptures ont été faites de manière violente. Est-ce qu'on ne peut pas parler de l'assassinat d'Aben? C'est de la violence. L'assassinat de Khamisti, c'est de la violence. L'assassinat de Rider, c'est de la violence. Donc, comme me disait Maître Bouchachi, que je rejoins entièrement, les droits humains, les droits de l'homme, c'est à l'échelle individuelle, comme vient de le dire notre ami Yahya, pour ce cas précis. C'est des droits collectifs, c'est les droits d'un peuple. Regardez ce qui se passe au Yémen, où c'est une guerre à huis clos. Ça renvoie aussi à l'appréciation des droits humains. C'est toutes ces questions. Quand vous me dites, M. Benchenouf, là tout de suite, si on n'a pas d'état de droit chez nous, ça n'avancera jamais. Jamais on ne pourra accéder à ce qu'a suggéré Yahya la Deuxième République. Moi, j'aurais des nuances. Je parle d'un ordre juridique nouveau. Déjà, au niveau de la sémantique, c'est important. Parce qu'à la fois, je fais la synthèse entre ce qu'a dit M. Benchenouf et ce que vous avez dit, Yahya. Un ordre juridique nouveau, où il y a une refondation de la nation, où il y a une refondation des libertés, où il y a la refondation de l'école, une véritable révolution culturelle à notre rythme, où nous regardons les uns en face des autres. En n'ayant pas peur de dire « Ah, là, je suis sous la démagogie religieuse, là, je suis sous la démagogie républicaine, progressiste. » Mais en l'occurrence, est-ce que ce n'est pas de l'utopie, avec un tel régime qui, vous le savez très bien, ne lâchera jamais, parce qu'il sait que s'il va vers un ordre nouveau, vers une première république, ou vers même une deuxième république, comme ils disent, ça signifierait qu'ils doivent partir? Moi, je pense qu'il y a un problème générationnel. Et je suis intimement convaincu que la jeunesse, les quadras algériens qui sont là, qui essayent d'animer chacun dans son espace politique des dynamiques de rassemblement, des dynamiques consensuelles, vont balayer tout ce système de manière apaisée, dans la paix. On ne peut plus vivre décemment dans le pays sous ce système. Ce n'est plus possible. Et ils le savent. Maintenant, comment on va faire l'opposition, les forces progressistes d'un côté, les forces conservatrices de l'autre, pour essayer d'avancer et aller au suffrage dans un climat apaisé? Là, c'est un autre débat. Mais il faut mettre la machine en marche, monsieur. Il y a Salah Dabbous qui est avec nous, Maître Dabbous, président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Merci de nous avoir rejoints, Salah Dabbous. Bonsoir, merci à vous de m'avoir appelé, mais je veux juste préciser que je suis l'ex-président, pas l'actuel. Ah, l'ex-président de la ADDH. D'accord, vous avez démissionné? Je n'ai pas démissionné, j'ai remis mon mandat à la fin à la fin du mandat, j'ai dit au Conseil national que je ne souhaite pas renouveler. D'accord. Alors, Salah Dabbous, d'abord, que vous inspire cette journée internationale des droits de l'homme quand vous qui êtes au front un peu des droits de l'homme en Algérie, qui vous battez tous les jours, qui avez eu vous-même maille à partir avec non seulement la justice, mais même les autorités administratives et politiques, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? D'abord, je voudrais juste souhaiter que, en tout cas pour moi, mon intervention, elle va être strictement de droit humain. Je ne prends pas l'aspect politique, même si je donne des avis politiques, mais je ne prends pas l'aspect politique. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai affaire à presque tous les opposants politiques qui se réfèrent aux droits de l'homme, mais souvent ils soulignent là où ils sont lésés, mais ils ne sont pas, je dirais, au moins solidaires avec d'autres opposants politiques avec qui ils ne partagent pas les mêmes idées. Je ne leur reproche pas ça, ils ne sont pas des militants en droit humain, mais pour moi, me concernant,
je m'inscris dans la lutte pour faire valoir les droits humains, quelle que soit l'opinion politique. Je ne fais pas de séparation entre un maquiste et un islamiste et un moderniste, si vous voulez, et un conservateur, ou quelle que soit la classification politique qu'on peut donner. Donc, ceci évacué, si vous voulez, il est clair que nous avons un système politique qui, justement, table sur ces différentes divergences qui sont devenues très profondes pour assurer sa pérennité. Il est certain, ce système politique en place, il est certain que si jamais un des courants qui revendique le changement prend de l'ampleur, ce système politique pense que les autres peuvent même aller jusqu'à s'allier avec lui pour l'empêcher de passer. Je pense que ça, c'est l'une des causes qui font sa pérennité et qui font que le changement ne vienne pas. Alors, maintenant, ce système politique, il se donne le droit de violer tous les droits de l'homme, mais absolument tous les droits de l'homme. Et il pense qu'il lui suffit même pas de justifier, de trouver une forme, quelle que soit la forme, qui pourrait cadrer avec, expliquer un peu cette violation, et dans le pire des cas, il évoque d'une façon directe ou souvent indirecte ce qu'on appelle la raison d'État. Ça a été le cas pour tout le massacre qu'on a connu pendant les années 90 et une partie des années 2000. Donc, pour nous, défenseurs des droits humains, dès qu'on nous parle de justification de violer la loi, personnellement, moi, je ne suis pas réceptif. Un État et une société qui sont respectables doivent respecter la loi, quelle que soit la situation. Et si on juge que la loi n'est pas juste, n'est pas bonne, on doit militer pour la changer. Mais on ne doit pas la violer. Salah Dabouz, si je vous demandais de nous citer quelques-uns des cas les plus emblématiques, les plus, j'allais dire, brutaux de violation des droits de l'homme qui ont eu lieu ces derniers temps, qu'est-ce que vous nous diriez? Eh bien, vous commencez par la décennie, ce qu'on appelle la décennie noire. Les massacres qui ont eu lieu en Algérie. D'abord, il faut dire que c'est la responsabilité du pouvoir, de l'autorité. Parce que, quelles que soient les raisons, l'autorité est en obligation d'assurer la sécurité des biens et des personnes. C'est à elle de trouver comment faire pour assurer. Il y a, dans la gestion des affaires politiques, des affaires publiques, il y a des aspects politiques, sociaux, économiques, etc. Quand ça fait une défaillance, ça donne tout ça. Et donc, nous avons eu affaire à une autorité, à des pouvoirs publics, d'abord qui ne sont pas capables de faire leur travail, qui ne le savent parce qu'ils ne savent pas le faire. Ensuite, à un autre degré, non seulement ils ne savent pas le faire, parfois ils trouvent qu'il est dans leur intérêt que ça reste ce syndrome de violence et de menace de violence. Moi, je suis parmi les gens qui pensent que le système maintient un degré de violence pour justifier l'abus d'autorité et la gestion de la chose publique par la force, par la police et par la gendarmerie, et même parfois par l'armée. Et la preuve, je donne ça, je ne dis même pas des indices, je dis des preuves. C'est qu'à chaque échéance électorale, le discours qui vient en premier niveau, c'est le discours de la menace de la stabilité sécuritaire. Vous avez un discours des gens qui tiennent le pouvoir actuellement, qui vous disent c'est nous qui avons ramené la paix, mais si vous voulez nous changer, vous allez, et ils vous disent ça avec certitude. Si on part, ça sera la violence. C'est à la limite comme des menaces. Donc, comment changer tout ça? Là, c'est le plus grand problème parce que si vous posez la question à n'importe qui, c'est quoi la solution? Il vous dit c'est le changement. Tout le monde est d'accord qu'il faut changer l'état actuel des choses. Parce Mais que justement, Salah Dabouz, justement, vous disiez tout à l'heure
que les gens ne réagissaient que s'ils étaient eux-mêmes concernés par des violations. Et que tant qu'ils ne sont pas concernés, ils font la sourde oreille, ils regardent ailleurs, ils font comme s'ils ne savaient rien. Comment faire? Sans parler de changement politique, ne serait-ce que susciter des réactions au sein de la société civile. Comment faire? Comment s'organiser pour au moins constituer des cellules d'alerte, dénoncer, alerter? Comment faire, Salah Debbouz? Est-ce qu'il y a sur l'espace public des organismes, des organisations, des associations qui pourraient s'ébranler dans ce sens? Non, mais dans l'état actuel des choses, je dirais qu'il est très très difficile, pour ne pas dire autre chose, d'aller vers un changement parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Nous, qui sommes sur le terrain, on a du mal à nous exprimer parce qu'à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on nous tape dessus d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est l'état actuel des choses. Vous écrivez quelque chose sur Facebook, vous êtes en prison, on ne vous demande même pas. Je rappelle que même vous, en tant que président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme et en tant qu'avocat, vous avez été mis sous contrôle judiciaire. Mais je vous laisse poursuivre. J'ai été mis sous contrôle judiciaire pendant 8 mois. Je devais signer à 600 km chez moi toutes les semaines, donc je fais 1200 km chaque semaine en aller-retour. Et je me suis fait arrêter 2 fois par la police, une fois à Batna et une fois à Ouergla, à 3 h du matin dans un hôtel, c'est-à-dire violation de toutes les procédures. Et là, je veux souligner une chose très importante. Oui. La première chose à respecter, c'est les codes de procédure. Il faut respecter les codes de procédure à la lettre. Et c'est ça, ce sont des codes de procédure qui sont censés garantir les droits élémentaires. C'est-à-dire, si quelqu'un se fait arrêter en violation de la loi, ils doivent immédiatement, non seulement le relâcher, ils doivent normalement même sanctionner la personne qui a commis cette violation. À partir de là, les services, les autorités publiques vont apprendre à devenir professionnels, c'est-à-dire ne pas arrêter les gens sur des rumeurs, à faire leur travail convenablement. Ensuite, moi j'étais arrêté à 3 h du matin, c'est interdit par la loi d'interpeller des gens dans un hôtel ou même dans un domicile. En dehors des heures légales. Voilà, en dehors des heures légales. Alors que moi, j'étais en fonction, c'est-à-dire j'étais allé plaider une affaire à Batna, j'étais allé plaider une affaire, c'est la nature de l'affaire qui a fait qu'on vienne me chercher et me déranger pendant 2 heures ou 3 heures dans un commissariat de police. Et après, on me retient ma carte d'identité personnelle, pas professionnelle, et on vient, au moment où je plaidais, on vient, le chef de police de Batna, comme un autre officier à Ouergla, ils viennent à la cour de Batna et ensuite à la cour de Ouergla pour me redonner ma carte d'identité et pour me dire, excusez-moi, c'était une erreur. Et je vous interromps, permettez-moi de vous interrompre, Maître Salah Debbouz, nous arrivons à la fin de l'émission. En tout cas, merci beaucoup, en espérant vous revoir bientôt parmi nous. Merci pour votre témoignage et pour votre militantisme. Merci, Salah Debbouz. Yahya Mkhiouba, si nous devions, la même question, si nous devions nous organiser, comment faire? Parce que c'est trop, là c'est trop. Le maître Bouchachi nous disait tout à l'heure, et ça a été confirmé par maître Debbouz, tous deux dans le terrain du militantisme pour les droits de l'homme, oui. Ils disent qu'il n'y a pas un droit qui n'a pas été violé. Bien sûr. Comment faire? Monsieur Debbouz, c'est difficile de faire. Pourquoi? Parce que dans cette semaine, ce matin, on a eu le cas du jeune Islam Tebboch à Sétif, où il a été emprisonné puis relâché. Il devait être jugé ce matin au tribunal de Sétif pour ses écrits sur Facebook. Donc c'est devenu quelque chose de systématique. C'est-à-dire, dès que tu fais Facebook, tu dois aller à l'habs. Et puis devant le tribunal de Sétif, il y avait un armada de CRS parce qu'ils avaient peur que des militants viennent pour organiser un rassemblement. Donc le rassemblement devant un tribunal est interdit et réprimé, et s'exprimer sur Facebook est interdit et réprimé. Ce week-end, un exemple, le mouvement Rachid devait organiser une journée d'études à Alger. Ils sont arrivés à l'endroit où ils devaient se réunir et ils ont trouvé de la gendarmerie. Ils les ont tous pris. Personne ne peut manifester à Alger. Même pas se réunir. Non, ils voulaient se réunir dans un lieu privé. Oui. Ah, privé? Non, bien sûr, bien sûr. C'est incroyable. Donc voilà, on revient
aux pratiques, à certaines pratiques des années 90, sans qu'il y ait de violence politique de cette époque-là. À l'époque, ils ont pris de la graine, ils ont appris. À l'époque, ils se défendaient, ils se disaient on combat le terrorisme. Mais aujourd'hui, vous combattez qui? Vous combattez tout ce qui est militant politique et pacifiste. Est-ce qu'on doit baisser les bras? Non, il ne faut pas baisser les bras. Mais aussi, il faut comprendre, M. Debose, ou Maître Bouchachi, ou M. Islam Tebouche, ou d'autres militants d'autres organisations, pas que Rachid, ou M. Ahmed, beaucoup de voilà, M. militants. Abdallah Ben Naam qui est en prison parce qu'il a, à leurs yeux, transgressé la loi sur la réconciliation nationale. Maintenant, tout ce qui bouge, il y a la répression policière et judiciaire. La justice est dans leur... mais la police aussi. Ça obéit à des considérations politiques. Absolument, uniquement. absolument. Et maintenir le cap. Juste une dernière observation avant de céder la parole, c'est que plus l'échéance d'avril 2019 approche, plus ils ont peur et plus ils deviennent violents. Ça, c'est bizarre. De l'autre côté, ils lancent des ballons de sang dans la presse, comme quoi ils ont une volonté d'ouvrir un dialogue national pour aller vers une deuxième république et plus de réformes. Donc, quelqu'un qui veut réformer sérieusement, il ne réprime pas les militants politiques. Donc, est-ce que... en résumé, excusez-moi du terme, ils se foutent notre gueule. Voilà, c'est le cas. Et ce n'est pas la première fois. Et dès l'honneur en moins de 2 minutes, parce que nous devons passer quelques images de M. Ould Qaddour, qui ça ne fait pas partie du sujet, mais je ne résiste pas à la tentation de la montrer aux Algériens et à au monde entier. Vous allez être soufflés. Allez-y. Concernant la liberté, concernant ce pouvoir liberticide, je prends un exemple sur ma région en Kabylie, vous interdisent le moindre café littéraire dans une petite commune. Vous imaginez? Oui. Et puis en plus, quand vous voyez M. Kalim Youneska, qui est l'ancien président de l'APN, qui a été interdit de conférence pour dédicacer son livre à Constantine. Mais Chakib Khalil, quand il va dans les zaouïas, oui, tout à fait. En plus, j'ai l'impression qu'il a un service de garde rapproché qui le protège. Mais si on sortait juste un instant sur évidemment les droits de l'homme qui ne sont pas entièrement respectés, je rejoins l'avis d'Yahya, où ça a beaucoup évolué un petit peu, ils ne sont pas respectés. Nous avons un racisme anti-noir chez nous. Ah oui, c'est vrai. Maintenant, je vais vous dire une chose. Moi, j'étais stupéfait que le directeur des transports de la wilaya de Mostaganem m'instruise les transporteurs privés de ne pas prendre d'Africains subsahariens. Ça, c'est un racisme d'État. Il y a le racisme. Pardon. Ce que vous citez par rapport aux Africains, c'est que ça ne choque personne. Tout à fait. Même je vais la aller classe plus politique, loin. ni les médias. Je vais aller plus loin et j'aurai terminé parce que les droits de l'homme, c'est tellement vaste. Oui. Ce racisme d'État, il est condamnable. Passe encore dans le racisme dans la société qu'on peut corriger par l'éducation, par. C'est pas un souci. Allons un peu plus loin. Le cas des morts en Mauritanie, parce qu'il faut s'inscrire dans un ensemble nord-africain et maghrébin. Le racisme anti-noir en Tunisie est énorme. Regardez ce qui s'est passé en Libye à la frontière avec les migrants subsahariens. Et je vous interromps parce que nous devons passer quelques images. Merci Idelo Nourn, merci Hayam Khlouba, merci Salah Dabouz, merci Mustafa Bouchachi. Merci à vous, chers amis. Mais ne partez pas, mais attachez vos ceintures tout en restant sur votre sofa. Vous allez écouter M. Ould Qaddour, PDG de la Sonatrach, la seule entreprise qui nourrit des Algériens, à 97%. Les 3% restants, je rappelle que c'est des minerais. Ce n'est pas de l'exportation d'autre chose. Écoutez bien, au Bqawa la Khair. Mais si vous regardez l'histoire du monde, aucun pays dans le monde n'a réussi à faire ce que nous avons fait en 50 ans. Vous regardez les États-Unis, vous regardez la France, l'Allemagne, tous ont pris minimum un siècle et demi pour pouvoir être développés. Donc on demande au peuple algérien d'être patient. On est sur la bonne route, on est sur la bonne voie. On fait beaucoup d'efforts pour que ce pays soit à la hauteur des espérances de chacun. Mais si vous regardez l'histoire du monde, aucun pays dans le monde n'a réussi à faire ce que nous avons fait en 50 ans. Vous regardez les États-Unis, vous regardez la France, l'Allemagne, tous ont pris minimum un siècle et demi pour pouvoir être développés. Donc on demande au peuple algérien d'être patient. On est sur la bonne route, on est sur la bonne voie. On fait beaucoup d'efforts pour que ce pays soit à la hauteur des espérances de chacun.
لازم كل واحد ياخذ الوقت اللي لازم باش نبنيو.